Je ne suis pas né d'hier. J'ai voyagé, rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Comme cette femme, tirée à bout portant avec un AK-47. Une arme de haut calibre pointée directement sur le cœur. Malgré tout, elle survit. Comment? Y a-t-il une explication logique? Nos gestes d'aujourd'hui se répercutent-ils sur l'avenir? Un enfant est sauvé de la mort par une femme qu'il ne connaît pas. Des années plus tard, cette femme frôle la mort et est secourue par l'enfant qu'elle a sauvé. Une simple coïncidence? Ou l'œuvre de mystérieuses forces cosmiques? Et les scientifiques mettent à l'épreuve une théorie pour le moins étrange. Les vaches regardent-elles toutes dans la même direction? C'est un monde bizarre. Et j'adore ça. En matière de crime, je croyais avoir tout entendu. Après tout, j'ai été policier à Los Angeles et un des meilleurs avocats de l'histoire, du moins à l'écran. La prochaine histoire, la plus bizarre dans son genre, s'est déroulée sur une scène de crime bien réelle. Un incident que j'ai surnommé le cas de la poitrine par balle. Pas envie de changer de chaîne, n'est-ce pas? L'AK-47 est un fusil d'assaut connu sous le nom de Kalachnikov. Conçu en Russie au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il est utilisé partout dans le monde, aussi bien en URSS qu'en Chine, au Vietnam et par la garde révolutionnaire iranienne. L'AK tire des balles de gros calibre, à une vitesse de 7 cm à la seconde, 2 fois la vitesse du son, et à une portée de plus de 300 mètres. Depuis 60 ans, c'est l'une des armes de combat les plus répandues et mortelles dans le monde. L'AK-47 a été conçu pour tuer, ce qui rend l'histoire suivante encore plus incroyable. Une femme est tirée à bout portant dans la poitrine. Contre toute attente, elle survit. Les spécialistes en armement testent une étrange hypothèse. La victime a-t-elle été sauvée par ses implants mammaires? Bizarre, n'est-ce pas? 1er juillet 2009 à Simi Valley, en Californie. Réceptionniste dans une clinique dentaire, Lydia Carranza commence sa journée. À 9h30, j'enregistrais un premier patient. Tout à coup, Lydia entend un bruit sourd provenant de l'extérieur. Je me suis tournée vers la porte et c'est là que j'ai aperçu cet homme armé d'un fusil se précipiter à l'intérieur. J'ai à peine eu le temps de prévenir mes collègues de la réception pour qu'ils aillent se cacher. Un homme armé est entré dans l'immeuble. Sans perdre une minute, Lydia se réfugie avec ses collègues dans une pièce fermée et compose le 911. On est allé se réfugier derrière en pensant que c'était un cambriolage et que le voleur ressortirait peut-être sans nous faire de mal. Mais l'homme n'est pas un voleur. C'est Amy Paradis, l'ex-mari de Mariella, une collègue de Lydia. Amy est foudrage et armée d'un AK-47. Quand je l'ai entendu hurler son nom, j'ai su que c'était lui et je savais ce qu'il était venu faire. Résolue à tuer son ex-femme Mariella, Amy parvient à trouver l'endroit où elle se cache, en compagnie de Lydia et d'autres collègues qui craignent pour leur vie. Puis il a pointé son arme. Mariella, notre directrice, l'a supplié de ne pas faire ça. Il lui a dit qu'il l'aimait et qu'il l'avait prévenu. Puis il a tiré.
Mariella est tuée sur le coup. Jaime pointe ensuite son arme vers Lydia. Elle est atteinte au bras et s'écroule par terre. Je pensais à mes enfants, à ma famille et à ma petite fille. Elle n'avait qu'une semaine. 10 minutes plus tôt, je parlais avec ma fille au téléphone. Je me demandais si elle savait ce qui était en train de se passer. Jaime Paradis vise le cœur de Lydia à bout portant avec l'AK-47 et appuie sur la détente. Après un moment, les policiers appréhendent le tireur à sa sortie de la clinique. À l'intérieur, ils découvrent le carnage. Ils sont également témoins d'un miracle. Lydia est toujours en vie et se rétablira à une vitesse étonnante. Comment? Lydia a une théorie surprenante. Mes implants mammaires m'ont sauvé la vie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Lydia n'est pas seule à penser que ses implants ont empêché la balle filant à 2500 km/h d'atteindre sa cible. Chirurgien plastique à Beverly Hills, le Dr Ashkan Ghavami a examiné Lydia après la fusillade. Pour moi, il ne fait aucun doute que ces implants ont contribué à lui sauver la vie. Mais pourquoi et comment? Ici, la clé du mystère était dans le type d'implant porté par Lydia, à base d'une solution saline. Les implants salins sont sous pression. Contrairement aux implants à silicone, ils ne sont pas malléables, ni compressibles, un peu comme un sac gonflable. Les sacs gonflables sont faits pour absorber les impacts et vous protéger. Ils agissent comme une barrière. L'implant a joué le même rôle en empêchant la balle de pénétrer plus loin. Il a absorbé tout le choc exactement comme un sac gonflable. Puisqu'il est lui-même sous haute pression, l'implant a été forcé de libérer son énergie lorsqu'il a été percuté par la balle. En explosant, l'implant a diffusé l'énergie dans toute la poitrine, de sorte que la balle fragmentée a été déviée et freinée dans sa course, ce qui l'a empêché de pénétrer plus profondément. Cette théorie a du sens. Reste encore à prouver qu'un sac rempli d'une solution saline peut vraiment arrêter une balle. Lydia Carranza est tirée dans la poitrine à bout portant avec un AK-47 et ne subit que des blessures mineures. Les médecins localisent des fragments de balles dans son bras et dans sa poitrine à quelques millimètres seulement de son cœur et de ses organes vitaux. Heureusement, cette fois, le fusil d'assaut le plus répandu dans le monde a failli à sa tâche. Pourquoi donc? S'agit-il d'un incroyable coup du destin? Non. Non, c'est bizarre. Ou quoi? À l'aide d'une réplique dotée des caractéristiques balistiques de l'AK-47, des chercheurs d'Ottawa vont soumettre des implants à des balles de même calibre que celles utilisées lors de la fusillade. Le bloc de gélatine simulera les dommages corporels que subirait une personne touchée par ces balles. And firing. Filant à près de 700 mètres à la seconde, la balle de gros calibre traverse l'implant comme s'il n'avait jamais existé. Les blessures profondes sont caractéristiques des blessures mortelles provoquées par ce type d'arme. On peut voir que la balle a littéralement transpercé le bloc. Voyons voir. Voici la balle qui approche. Ici, elle percute l'implant, puis le transperce et pénètre ensuite le bloc de gélatine. On voit clairement l'ouverture et la trajectoire de la balle à travers le bloc de gélatine. On cherche aussi à savoir quand la balle s'est fragmentée. On voit ici qu'après une courte pénétration, la balle s'est rapidement fragmentée, ce qui l'a fait dévier de sa trajectoire. On voit que les dommages sont plus importants ici. Puis la balle a poursuivi sa course. L'implant a eu un effet inattendu, mais pas au point de sauver une vie.
L'implant a eu pour effet de déstabiliser la balle plutôt qu'en situation ordinaire. Et la balle s'est fragmentée prématurément. Le test révèle que la présence de l'implant a en fait augmenté le risque de mourir par balle. L'angle avec lequel la balle a touché Lydia aurait-il fait la différence entre la vie et la mort? Si la balle avait simplement effleuré l'implant, les blessures auraient été différentes. Les éclats auraient atteint le sein gauche, le bras gauche, où des fragments de la balle seraient ressortis. Mais les fragments ont été localisés profondément dans sa poitrine, avec un certain angle. Elle était étendue sur le sol et le tireur a visé en angle tandis qu'elle se couvrait. Son sein gauche devait être légèrement surélevé. La balle est entrée en angle par ici et a arrêté sa course juste là. Pour la prochaine expérience, les chercheurs vont recréer l'angle avec lequel la balle a touché Lydia. L'angle aura-t-il un effet sur le potentiel meurtrier de la balle? Loaded and good to go. Firing. La balle est entrée par ici. Elle a transpercé l'implant de part et d'autre avant de sortir par ici. Il semble que le fait d'avoir transpercé l'implant sur toute sa longueur ait modifié le parcours de la balle. Et le bloc a été pratiquement désintégré par la balle qui l'a transpercé. Le trou de la balle est plus gros et le bloc a été pratiquement désintégré par la balle qui l'a transpercé. Cette marque indique également que la balle a dévié. La trajectoire est restée la même, mais le comportement de la balle est différent. Ne vous fiez pas à vos implants pour vous protéger. L'implant de Lydia a peut-être modifié légèrement le comportement de la balle qui l'a atteinte à la poitrine. Mais à en juger par les résultats d'aujourd'hui, pas assez pour la sauver d'une mort certaine. La théorie des implants doit-elle être rejetée? Peut-être pas. Le chirurgien plastique Ashkan Ghavami persiste à croire que les implants de Lydia ont contribué à lui sauver la vie. Selon lui, les radiographies de Lydia prises tout juste après l'accident en sont la preuve. Voici le cœur et tous les fragments de balles immédiatement à côté du cœur, dont certains qui étaient à quelques millimètres seulement de pénétrer dans les tissus qui enveloppent le cœur. Il y a donc une accumulation de fragments tout juste à l'extérieur de la cage thoracique. Les implants sont situés sous les muscles. Il y a donc une épaisse couche de tissu musculaire, les implants, puis la cage thoracique qui renferme les organes vitaux. La balle fragmentée avait plusieurs couches à traverser avant d'atteindre les poumons et le cœur. Heureusement pour Lydia, elle ne s'est pas rendue. Les balles fragmentables sont plus mortelles que celles qui restent intactes. Les éclats causent des dommages multiples, en rompant les tissus nerveux et les vaisseaux sanguins, menaçant du coup les organes vitaux. Mais selon le docteur Ghavami, la balle qui a atteint Lydia aurait été freinée par la présence de l'implant. Elle avait des implants d'eau saline, sous pression, qui ont offert une meilleure résistance à la balle que de simples muscles pectoraux. La balle a réussi à traverser sa peau, sa poitrine, ses tissus adipeux, ses tissus glandulaires et enfin son implant sous haute pression. Grâce à l'implant, les fragments ont été distribués dans toute la région et n'ont pas pénétré plus profondément pour atteindre les organes vitaux comme le cœur et les poumons. L'implant a ralenti la balle et a absorbé l'énergie des fragments avant qu'ils ne causent plus de dommages. L'angle selon lequel elle a été tirée y est sûrement pour quelque chose. Selon l'angle du fusil et la position de Lydia, son bras a pu la protéger. On ne connaît pas tous les détails, mais on sait où les fragments se sont logés et on sait que l'implant a été transpercé, alors il a certainement contribué à minimiser la gravité des blessures. Mais comme l'ont montré les tests en laboratoire, une balle de 7,62 mm par 39 mm ne peut être stoppée par un implant mammaire. Et les balles sont restées intactes.
Pourquoi la balle qui a touché Lydia s'est-elle fragmentée? L'experte en armes à feu Patricia Fent croit que la réponse est dans le type de balle utilisé par le tireur Jaime Paradis lors du carnage. La méthode de fabrication de ces balles fait qu'elles ont tendance à se fragmenter lorsqu'elles percutent un objet, que ce soit une portière de voiture ou une personne. Il est donc possible que les balles se fragmentent sous le coup de l'impact. Ainsi, le ricochet peut pénétrer sous la peau. Les balles standards de 7,62 mm ont un noyau de plomb chemisé de cuivre. Ce sont des balles blindées, utilisées principalement par les militaires. Elles ont une puissance de pénétration supérieure. Une seule de ces balles peut transpercer une portière blindée et plusieurs personnes sans dévier de sa trajectoire. Mais certaines balles de 7,62 mm par 39 mm, comme celles utilisées par nombre de chasseurs américains, sont déformées à la tête. Aussi surnommées demi-blindées, elles sont conçues pour pénétrer moins profondément et se fragmenter lors de l'impact pour maximiser la blessure. Ces balles se fragmentent parfois quand on les tire dans l'eau. Les implants étaient remplis d'une solution saline. D'après ce que je comprends, la balle a pénétré directement sur le côté de l'implant, donc il n'est pas impossible qu'il lui ait sauvé la vie. Il semble donc que l'implant de Lydia est explosé sous la force d'impact de la balle et que la pression de la solution saline à l'intérieur de l'implant est freinée, déviée et littéralement détruit la balle. L'incroyable survie de Lydia reposerait donc sur un ensemble de facteurs combinés. Ses implants, l'usage d'une balle fragmentable, mais surtout la chance pure et simple. Maintenant, je sais qu'on peut mourir n'importe quand. Même quand on n'est pas responsable des problèmes des autres, on peut perdre la vie à tout moment. Je remercie Dieu chaque jour de m'avoir donné la chance d'être encore ici avec ma famille et d'avoir exaucé mes prières cette journée-là. Sans mes implants, j'aurais été gravement blessée et je serais peut-être même morte. Après les gilets par balles, les implants par balles? Bizarre, n'est-ce pas? Incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Il vous arrive de penser à de vieilles connaissances que vous avez perdues de vue? Cette semaine, je pensais justement à mon ami Ted. Mais je ne savais pas comment le joindre. J'arrive du golf. Une partie épouvantable. Impossible de viser juste. Et comble de malheur, une de mes balles a dévié pour atterrir sur la tête d'un autre golfeur. Je me précipite pour m'excuser. Et devinez quoi? C'est Ted. Quelle drôle de coïncidence. Ça m'a fait réfléchir. Les petites coïncidences nous étonnent et d'autres nous laissent carrément pantois. Les coïncidences sont-elles le fruit du hasard? Un simple concours de circonstances? Ou cachent-elles autre chose? Une force méconnue peut-elle amener deux événements précis à se produire simultanément? Bizarre, n'est-ce pas? En 1999, Lauren Steven assiste à une partie de baseball amateur près de Buffalo avec ses fils Robbie et Kevin. Cette journée allait transformer leur vie à jamais. On était allés en famille voir jouer mon fils Robbie au terrain de jeu Matheson McCarthy. Mon autre fils Kevin ne jouait pas cette journée-là. J'avais 11 ans. J'étais trop vieux pour jouer dans ce groupe d'âge. J'étais donc préposé au bâton. Kevin ramassait les bâtons et il n'a pas fait attention aux jeunes qui se réchauffaient. L'un d'eux lui a asséné un coup de bâton directement dans la poitrine.
Je n'ai pas compris ce qui se passait. C'est arrivé très vite. Tout est devenu flou autour de moi. J'ai demandé de l'aide. Et il est tombé face contre terre. Ce que tous ignorent, c'est que le cœur de Kevin a absorbé tout le choc et s'est arrêté de battre. Au moment où ils l'ont retourné, ses yeux étaient grands ouverts. Il fixait le vide. C'était horrible. Heureusement, Penny Brown, la mère d'un autre joueur qui aurait dû être au travail cette journée-là, est témoin de l'accident. Penny est infirmière et en voyant ce qui arrivait à Kevin, elle savait comment réagir et elle a tout de suite su ce qu'il fallait faire. Elle lui a fait la RCR et ça n'a pas fonctionné. Elle l'a frappé 2 fois très fort à la poitrine et son cœur s'est remis à battre. Je me suis réveillé et je suis lentement revenu à moi. J'ai ouvert les yeux et j'avais terriblement mal à la tête. La présence d'esprit de Penny a sauvé la vie de Kevin. Étonnamment, ce n'est pas la dernière fois qu'ils se verront en situation d'urgence. En janvier 2006, 7 ans après que son fils ait échappé à une mort certaine, Lauren s'apprête à manger au restaurant où Kevin travaille, au nord de New York. J'avais pris l'après-midi de congé. Mon fils Robbie et sa copine étaient à la maison et on a décidé d'aller manger où Kevin travaillait, car il travaillait ce jour-là. C'était la semaine d'examen. Je ne devais pas travailler, mais comme je n'avais pas d'examen le vendredi, j'avais dit à mon gérant que j'étais libre. Il m'a répondu de venir. Pendant le repas, Lauren voit une cliente s'étouffer sous ses yeux. Dès qu'elle a porté ses mains à sa gorge, j'ai su qu'elle s'étouffait. Elle était toute rouge et je me souviens de l'avoir entendue murmurer de peine et de misère « Aidez-moi ». C'était terrifiant. Mon gérant est venu me chercher en panique. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis j'ai vu qu'une cliente était en train de suffoquer. J'ai fait la manœuvre de Heimlich. Il l'a fait à 2 reprises et elle respirait à nouveau. La rapidité de Kevin et ses manœuvres de Heimlich sauvent la vie de la cliente. Mais Lauren remarque alors quelque chose d'étrange. C'est là que j'ai compris qui était cette femme. Étonnamment, la femme que Kevin a sauvée est celle qu'il a réanimée 7 ans plus tôt. Puis ma mère a dit... Kevin, tu réalises que tu viens de sauver la vie de Penny Brown? C'est la même qui t'a sauvé il y a 7 ans? Je n'arrivais pas à y croire. C'était incroyable. Fabuleux coup du hasard, 2 événements survenus à 7 ans d'intervalle réunissent les 2 mêmes personnes dans une lutte contre la mort. Est-ce là une simple mais incroyable coïncidence? Pourquoi Penny se trouvait-elle au terrain de jeu alors qu'elle aurait dû travailler? Et pourquoi Kevin travaillait-il cette journée-là alors qu'il aurait dû être à l'école? Wow! Non seulement une personne sauve la vie d'une autre qui lui a déjà sauvé la vie, mais ni l'une ni l'autre n'aurait dû se trouver à cet endroit cette journée-là. Et il leur a fallu chacune 2 tentatives pour sauver leur victime. Pas seulement une coïncidence, mais 3 coïncidences en une. Que s'est-il passé au juste? Est-ce le simple fruit du hasard? Ou une force quelconque a-t-elle réuni ces 2 personnes à des moments précis? Jeffrey Rosenthal est professeur au département de statistique de l'Université de Toronto. Selon lui, ces coïncidences ne sont pas si extraordinaires qu'elles le paraissent. Les coïncidences sont souvent très intrigantes et amusantes. Mais certaines personnes vont beaucoup plus loin et cherchent une signification cosmique ou croient qu'elles sont l'œuvre de forces surnaturelles. Je ne suis pas de cet avis. Il suffit de se pencher sur les chiffres pour comprendre que, aussi étonnantes qu'elles puissent paraître, ces situations ne sont pas si improbables. Je ne crois pas que des forces surnaturelles aient quelque chose à y voir. Les coïncidences se produisent tout simplement par hasard. Regardez-moi ça. Une quinte royale. Les chances d'en avoir une sont de 1 sur 2 598 960 mains.
C'est pourquoi elles sont si exceptionnelles. Alors, quelles sont les chances qu'une coïncidence aussi incroyable se produise? Pour montrer comment les mathématiques peuvent démystifier ces situations improbables, le professeur Rosenthal réalise une expérience simple. Hi everyone, we're doing an experiment about randomness and probability. Oh, hi, excuse me, would you like to help us with the science experiment that we're doing? Sure. Okay, all you have to do is you have to write your birthday here, and we're going to see if we get two people with the same birthday. Can you do that? Yeah. You'd like to help us by telling us their birthdays. Yeah, just take this over there, and we're going to see if we get a match. Okay. Thank you. En choisissant au hasard 40 personnes sur le campus de l'Université de Toronto, Jeffrey Rosenthal croit qu'au moins 2 d'entre elles auront la même date de naissance. Il y a 365 jours dans une année. Alors il peut sembler peu probable que 2 personnes sur 40 aient la même date d'anniversaire. En fait, il y a 89% de chances que cela se produise, car il y a 780 combinaisons possibles dans un groupe de 40 personnes. C'est un nombre beaucoup plus important que les 365 jours de l'année. Les chances que plusieurs personnes aient la même date d'anniversaire parmi les 40 choisis au hasard sont donc très élevées, c'est-à-dire de 89%. Cette fois, le professeur a vu juste. 2 des participants ont la même date de naissance. Mais cette théorie s'applique-t-elle au cas extraordinaire de Penny et Kevin? Les chances que 2 personnes en particulier se sauvent mutuellement la vie sont d'environ 1 sur 40 milliards de milliards. C'est très improbable. Mais si l'on tient compte du nombre de combinaisons possibles, du nombre de personnes qui ont une formation en secourisme et du fait que les gens ont tendance à rester dans la même région, tous ces facteurs réunis permettent d'augmenter d'1 tiers les possibilités qu'à un moment ou à un autre dans leur vie, 2 personnes en particulier habitant la même région se sauvent mutuellement la vie. Toutes ces coïncidences se résument-elles à une simple formule de probabilité? Tout ça n'est qu'une question de calcul? Ça me paraît très pragmatique. D'autres avancent une théorie beaucoup plus étrange. Gary Schwartz est professeur de psychologie à l'Université de l'Arizona. Selon lui, les coïncidences ne sont pas le simple fruit du hasard, mais plutôt d'un phénomène de synchronicité. Le terme coïncidence sous-entend que l'événement est le fruit du hasard. Même si on décompose les mots coïncidence et co-occurrence, il est question de chance. Tandis que la synchronicité s'applique à une situation qui va au-delà du hasard, c'est-à-dire où d'autres forces sont à l'œuvre. La rencontre entre Penny et Kevin était-elle inévitable? Gary Schwartz croit que la synchronicité est une force puissante et invisible qui orchestre nos vies. La physique permet d'illustrer plus concrètement comment une force invisible peut organiser des éléments qui, autrement, seraient chaotiques. Prenons par exemple de la limaille de fer qu'on parsème au hasard sur une feuille. La limaille ne formera aucun motif en particulier, tandis que si on place un aimant sous la feuille, une structure émerge et reflète les forces sous-jacentes qui relient les éléments entre eux. Fascinant. Kevin et Penny ont-ils été réunis par une force mystérieuse dont ils ignorent tout? La synchronicité joue un rôle dans cette histoire, car il s'agit d'une série de 3 événements improbables dont le résultat est beaucoup plus grand que la somme des parties. Non seulement ils se sont mutuellement sauvés la vie, ce qui est déjà exceptionnel en soi, mais ils n'auraient pas dû se trouver à cet endroit. Ils ont donc dévié de leur routine pour être présents au moment même où ils avaient besoin l'un de l'autre. C'est la configuration des probabilités multiples qui en fait une histoire unique. Mais une question demeure. Si la synchronicité est une force invisible, d'où vient-elle? À ce jour, aucune explication scientifique ne permet d'expliquer la synchronicité. Mais certains croient que cette théorie suppose nécessairement la présence d'une forme d'intelligence supérieure ou cosmique. La synchronicité serait-elle la clé de cette extraordinaire coïncidence? Ou y a-t-il une explication plus plausible?
Le physicien Fred Alan Wolf est auteur et professeur de physique. Il croit avoir une explication beaucoup plus rationnelle. Deux types de rapports existent en physique. Les premiers sont des rapports logiques qui ont clairement un lien de cause à effet et qui se déroulent habituellement en ordre chronologique. Il y a un début, un milieu et une fin. Une suite parfaitement logique. Je laisse tomber une balle et quelques millièmes de seconde plus tard, elle tombe par terre. C'est le genre de rapport logique dont il est question ici. On connaît la loi de la gravité et on peut l'expliquer. L'autre type de rapport s'apparente à la synchronicité et est provoqué par un entremêlement quantique. Selon la mécanique quantique, deux particules semblables peuvent être intrinsèquement liées, de sorte qu'elles communiquent entre elles, peu importe la distance qui les sépare. C'est ce qu'on appelle l'entremêlement quantique. Selon cette théorie, deux éléments qui ont été en contact une première fois sont interreliés à jamais. Le cas de Kevin et Penny a tout d'un entremêlement quantique, car ils ont interagi une première fois avant d'être séparés et sont restés interreliés jusqu'à ce qu'ils se rencontrent de nouveau dans une situation à l'origine d'un nouvel entremêlement. Les destins de Penny et de Kevin sont-ils liés par d'étranges forces physiques? À moins qu'ils ne soient contrôlés par une forme d'intelligence suprême, ou que leur histoire soit tout simplement le fruit du hasard. Bizarre, n'est-ce pas? J'ai appris une chose avec le temps. Les phénomènes en apparence banals cachent souvent des découvertes des plus étranges. Prenez par exemple les vaches. Que savons-nous des vaches? Qu'elles nous donnent du lait et du cuir? Les scientifiques croient que leur flatulence contribue au réchauffement climatique. Je sais également que, bien apprêtées, elles sont délicieuses. Mais qui se serait douté que la race bovine pourrait être dotée d'un étonnant pouvoir qui pourrait être la clé des mystérieuses forces de la planète? Cette étrange histoire commence en 2008, alors que le zoologiste Hynek Burda analyse des images satellites des pâturages de la Terre. On a analysé des milliers de pâturages, totalisant des dizaines de milliers d'animaux. Il fait alors une découverte étonnante. Partout dans le monde, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, plus d'1 milliard de vaches regardent dans la même direction, vers le nord ou vers le sud. Hynek croit savoir pourquoi. Selon lui, les vaches auraient la capacité de percevoir les champs magnétiques de la Terre. Pour la première fois, des chercheurs vont mettre cette théorie à l'épreuve. Le zoologiste Hynek Burda croit avoir trouvé la clé du mystère. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Les vaches ont le pouvoir de magnétoception. Autrement dit, elles sont capables de percevoir les champs magnétiques. Notre planète est essentiellement un gigantesque agitateur magnétique. À son centre, le fer en fusion est constamment en mouvement à cause de la rotation de la Terre. On croit que ce mouvement est à l'origine des champs magnétiques. La magnétoception est la capacité de percevoir des champs magnétiques, comme une boussole. Attendez un peu. Est-ce vraiment possible? Croyez-le ou non, d'autres animaux en seraient aussi capables. On croit que les abeilles, les pigeons voyageurs et d'autres petits organismes vivants ont le don de magnétoception, mais c'est la première fois qu'on observe le phénomène chez un mammifère comme la vache. Et en quoi est-ce fascinant? Les vaches
sont génétiquement très près des humains. Alors, si leur cerveau est effectivement doté d'un incroyable système GPS interne, peut-être que le nôtre est aussi. Pour tester cette théorie, Hynek s'est rendu au Texas, pays de l'élevage, où, avec l'aide d'experts, il espère arriver à prouver le pouvoir de magnétoception des vaches. Jason Clear, spécialiste de l'élevage bovin de l'Université du Texas. Je ne serais pas particulièrement étonné d'apprendre qu'elles ont une forme de récepteur. Car si on pense à tout ce qui se produit dans l'environnement et à l'évolution des espèces animales, on trouve des tonnes d'exemples de situations où les animaux se sont adaptés à leur environnement, pour une raison ou une autre. Reste encore à prouver cette théorie scientifiquement. Voici Jason Sawyer, de Texas AgriLife Research. Ces animaux ont toujours fait partie de ma vie, alors il était tout naturel de m'intéresser au phénomène. Carl Lemborski est diplômé en physique de l'Université du Texas. On lui a demandé de construire un gigantesque électroaimant pour tester la théorie de Hynek. C'est une expérience scientifique tout à fait originale. L'électroaimant se compose de 2 bobines électromagnétiques enroulées autour d'une structure de bois. Voici les 2 bobines. La première est orientée nord-sud et l'autre est-ouest. Selon la direction du courant, l'appareil va générer un champ magnétique qui modifiera le champ magnétique de la Terre. En mettant les bobines sous tension, le champ magnétique aura une orientation bien précise. Si la vache se tourne dans cette même direction, comme l'aiguille d'une boussole, on aura la preuve potentielle de sa capacité de magnétoception. L'aimant va générer un champ magnétique 2 fois plus puissant que celui de la Terre. Si Hynek dit vrai, la vache s'orientera vers les pôles magnétiques de l'appareil. Pour commencer, Kyle règle le champ magnétique de l'électroaimant vers l'est. Mais notre vache ne semble pas réagir. La vache ne porte pas du tout attention. Elle a reniflé autour d'elle, s'est vite ennuyée, a vu l'herbe de l'autre côté et... D'autres facteurs expliquent peut-être pourquoi les vaches font face au nord ou au sud. Vous aimez avoir le soleil dans les yeux? Ou le vent en plein visage? Et si la clé du mystère se trouvait tout simplement dans la météo? Je crois que les vaches sont beaucoup plus complexes que les gens se l'imaginent. C'est parce que la plupart des gens n'ont vu des vaches que par la fenêtre de leur voiture alors qu'ils roulaient sur l'autoroute. Tandis que moi, je passe mes journées entières à penser aux vaches. Avec le temps, j'en suis venu à penser qu'elles sont beaucoup plus complexes qu'elles ne le laissent paraître. Je crois qu'elles sont bien plus complexes sur le plan comportemental et physiologique. Les facteurs extérieurs pourraient être la clé du mystère. La préférence des vaches pour une orientation nord ou sud aurait-elle une explication toute simple, comme les conditions météo? Les conditions environnementales et les régimes climatiques influent sur les déplacements du troupeau. C'est le cas du vent. Lorsqu'il y a de forts vents du nord, les vaches leur tournent le dos pour éviter d'être surexposées. Elles ont également tendance à se regrouper pour préserver un maximum de chaleur. Si le vent dominant est un vent froid du nord, les vaches lui tournent le dos pour faire face au sud. Et puisqu'elles ont l'habitude de se regrouper pour réduire la perte de chaleur et d'exposition au vent, elles se tournent toutes dans la même direction. S'il s'agit d'une journée très froide, mais ensoleillée, les vaches essaient de se positionner pour capter le plus de soleil possible, de manière à avoir le flanc côté soleil. Le fait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest expliquerait-il l'orientation nord-sud des vaches? Hynek croit qu'il en serait de même par une journée couverte sans vent, comme aujourd'hui. Deuxième expérience. La première bobine est à pleine puissance. La deuxième tentative d'Hynek n'est guère plus concluante que la première.
La vache ne réagit pas du tout au changement de champ magnétique. Les autres taureaux sont attroupés autour de la mangeoire. Et j'ai l'impression que celui-ci se sent un peu à l'écart. La deuxième expérience est un échec. Visiblement, les vaches préfèrent se tenir en groupe. Serait-ce la raison pour laquelle elles font toutes face au nord ou au sud? Ces éleveurs croient que leur tendance à se regrouper en troupeaux pourrait avoir un lien avec leur orientation vers les pôles. Les vaches ont toujours vécu en troupeaux. Il y a 10 000 ans, avant même que les hommes du néolithique créent des parcs à bestiaux pour en faire l'élevage, ces bêtes erraient sur de très grandes distances en quête de nourriture et d'eau. Elles ne se tenaient pas en groupe pour le plaisir, mais parce que c'est un excellent moyen de défense contre les prédateurs. Les animaux de groupe, et les bovins en particulier, ont un rôle social bien défini au sein du groupe. On pourrait les comparer à une classe d'élèves composée de plusieurs petits sous-groupes. Il y a généralement des meneurs et des suiveurs. Les sous-groupes constituent chacun une clique dans laquelle il y a un meneur, sur lequel les autres membres du groupe règlent leur comportement. Si le chef du troupeau va dans une certaine direction, on peut supposer que la majorité du troupeau s'orientera plus ou moins dans la même direction. Donc, si le meneur fait face au nord, le groupe suivra. Mais Hynek croit que les animaux vivant en troupeau, comme les vaches, utilisent la magnétoception pour s'orienter sur de longues distances. La seule explication est le champ magnétique. Après 2 échecs, le zoologiste a une dernière chance de prouver sa théorie. Orientons le champ magnétique à 90 degrés vers l'est. On verra ce qui se produit. Ça y est! Contre toute attente, la vache se tourne vers l'est. Question de lui compliquer encore un peu la vie, orientons le champ magnétique vers le sud. Il semble que la vache réagisse. La vache réagit de nouveau en fonction du champ magnétique. Il répète l'expérience une dernière fois pour être certain. Il est à l'ouest! L'expérience est-elle concluante pour autant? J'ai fait la preuve que ces animaux réagissent au changement de champ magnétique. D'autres expériences seront nécessaires pour savoir si les vaches ont vraiment la capacité de magnétoception. Si c'est le cas, on est peut-être sur le point de résoudre un autre mystère de la nature. Bizarre ou quoi? Et voilà, une autre trilogie de mystères. Une femme survit, tirée à bout portant dans la poitrine avec un AK-47. Ses implants mammaires lui ont-ils sauvé la vie? Un enfant est sauvé d'une mort certaine par une inconnue. Des années plus tard, cette femme s'étouffe gravement et est sauvée par l'enfant qu'elle a réanimé des années plus tôt. Est-ce le fruit du hasard? Ou des forces mystérieuses étaient-elles à l'œuvre? Partout dans le monde, les vaches ont un drôle de comportement. Elles préfèrent faire face aux pôles. Se protègent-elles des intempéries? Ou est-ce seulement leur instinct de troupeau? Les bovins sont-ils dotés d'un système GPS intégré? À vous de voir. À la prochaine pour 3 nouvelles histoires plus bizarres, les unes que les autres.